Ce podcast a été enregistré à Pod Paris, le festival du podcast. Ce festival vous a plu ? Faites un don sur madgeek.fr. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Stéphane Berthomé, je vais animer cette table ronde qui est consacrée au sujet de l'éthique dans le true crime et le récit d'affaires criminelles. Installez-vous, on a quelques petits retardataires. N'hésitez pas à vous installer. Et j'ai le plaisir d'avoir un panel assez exceptionnel, en tout cas mon panel de rêve à moi. On va... Alors, un podcast, qu'est-ce que c'est ? Parce que moi je fais... Voilà, oui, parce qu'en même temps, pour ceux qui entendent, je fais ma petite présentation avec le PDF. Et donc, je vais présenter chacun et chacune de ce panel. Mais avant ça, je voudrais juste revenir sur le contexte de cette approche-là, qui est une approche qui me tient beaucoup à cœur, le questionnement sur la façon de raconter des affaires criminelles. Moi, je fais du podcast de True Crime depuis 8 ans maintenant. J'ai raconté beaucoup d'affaires criminelles et j'ai raconté des affaires des fois difficiles avec des familles avec lesquelles j'ai travaillé pendant des années. Et j'ai vu évoluer l'univers du True Crime vers certaines formes de récits qui m'ont un peu surpris et qui m'ont questionné quant à l'équilibre entre finalement le journalisme et le divertissement dans cette approche, dans l'approche justement des récits criminels. Alors ça me semblait important de se questionner sur ce sujet-là et j'ai commencé, moi je vis au Canada, au Québec, et j'ai commencé à me questionner il y a quelques temps déjà et j'ai créé dans le courant de l'année un festival du podcast True Crime dont la thématique était justement la question de l'éthique dans le récit des affaires criminelles. Et là, il se trouve qu'on a la chance de pouvoir faire une discussion sur ce sujet un peu différente avec d'autres acteurs que j'adore tous particulièrement pour leur savoir-faire et leur façon de raconter des histoires. Alors, je vais vous les présenter les uns après les autres. On va commencer avec Chloé. Donc c'est la petite description, Chloé, que tu m'as envoyée. Donc Chloé, journaliste depuis plus de 25 ans, correspondante à Marseille, à Nice pour RTL, LCI, à la radio sur RTL et Europe 1, une spécialiste des affaires police-justice, une matière que tu considères comme une matière très riche, évidemment, du point de vue humain. Tu as couvert le procès de Michel Fourniret. Et pour moi, tu as fait un des récits d'une affaire criminelle terrible, celle de l'affaire Estelle Mouzin, mais un des récits les plus touchants, les plus proches d'une certaine réalité de cette affaire, parce qu'on raconte toujours qu'une réalité de l'affaire. Mais tu as fait un des récits les plus incroyablement touchants sur cette affaire-là, avec le papa d'Estelle Mouzin. Quelque chose qui m'a profondément bouleversé et qui en même temps a raconté l'histoire d'une façon, je trouvais, très originale, sous un angle très particulier. Jean-Alphonse, avec lequel j'ai le plaisir de... Salut Stéphane. Merci Jean-Alphonse. On voit tout de suite le gars de radio. Avec lequel j'ai le plaisir de participer de temps en temps à l'heure du crime. Donc Jean-Alphonse, spécialiste des faits divers, un journaliste depuis... Ça fait combien de temps que tu es journaliste ? Depuis 80, les années 80 ? Trop longtemps. 82 ? 82, oui. Je commençais très jeune, moi. Parisien libéré, François. 12 ans et demi. T'es modeste. Ça fait depuis 2020 que tu as pris les rênes de l'émission L'heure du crime. Et je dis juste un truc, je le dis toujours parce que c'est important. Quand j'ai commencé, c'était au Parisien libéré. Vous voyez, ça date. C'est plus, aujourd'hui, c'est le Parisien. Les faits divers, c'était pas du tout sexy. C'était la rubrique des chiens écrasés. On les appelait comme ça. Donc voilà. Donc, depuis, ça a changé, ça a évolué. Aujourd'hui, c'est à la mode. Ça marche fort dans les podcasts, ça marche fort à la radio. Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est intéressant parce que je pense que ça parle aussi de l'évolution de la dynamique de ce qu'est le true crime. Sonia, toi aussi, tu es dans le true crime, mais dans un autre univers. Tu es youtubeuse, on se connaît bien, on se connaît depuis quelques années. Tu es diplômée en psycho, en criminologie. Tu as une approche du true crime qui est très originale dans l'univers YouTube parce que, et c'est ce que j'aime et c'est ce qui fait, je crois, la différence avec beaucoup d'autres intervenantes et intervenants de cet univers-là, c'est que toi, tu as une approche très analytique. Tu
pose les questions du pourquoi de l'acte criminel ou du comportement criminel. Ça, je trouve que ça manque dans beaucoup de sujets. Et puis, tu as lancé ton podcast il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Éteignez vos lumières. Et tu fais après le podcast une sorte d'after show, un deuxième podcast dans lequel tu reparles de l'histoire avec ton ami, dans lequel vous décryptez un petit peu aussi le récit, où vous re-questionnez. Puis elle te challenge un peu, elle te sert de garde-fou pour te questionner sur la forme du récit ou la façon dont vous l'avez approché ou ce qui l'a frappé. Ce qui fait une sorte de discussion, un dialogue en fait sur l'épisode. Ouais, c'est ça. T'en parles très bien, mieux que moi, probablement. Et puis, Claudia, je ne t'ai pas oublié, journaliste, productrice de podcast, Claudia Prolongeau. Tu fais Crime Story, formidable titre de podcast français. Je ne pouvais pas ne pas la faire. Et puis, oui, je n'ai pas choisi. Tu peux prendre ton micro. Ouais. Donc, tu fais Crime Story, qui est le podcast d'affaires criminelles du Parisien. Qui est un podcast récurrent aussi. Enfin, il faut savoir que Jean-Alphonse, c'est avant tout une émission radio. Hein. C'est une émission radio qui devient un podcast rediffusé. Et Claudia, vous êtes sur un podcast natif qui est, à mon avis, un outil formidable de découvrabilité et puis de compréhension de ce qu'est l'univers criminel et ce qui est le fond d'histoire ou en fait la façon dont le Parisien arrive à couvrir les affaires criminelles. Tu le fais avec Damien Delceni, qui est le chef du pôle. Il est chef du pôle police-justice, hein, c'est ça. Voilà. Donc ensemble, on va aborder ce sujet de l'éthique, qui est un sujet dont la question se pose, à mon sens, de plus en plus régulièrement. Parce qu'on se rend compte qu'il y a une sorte de passage. Là, on est en train avec l'arrivée du podcast dans les affaires criminelles, on est en train de vivre une transformation de ce qu'est le récit des affaires criminelles. J'ai ici des gens qui sont des journalistes, j'ai une youtubeuse, moi-même je fais du podcast True Crime depuis longtemps et tantôt on me qualifie de journaliste, tantôt on me qualifie de documentariste, tantôt on dit t'es ni l'un ni l'autre, tu racontes des histoires, mais pas dans le bon sens du terme. Mais donc il y a cette question-là de qu'est-ce que le récit criminel pour vous. On va faire un tour de table. Comment chacun d'entre vous définissez ce que vous faites, la façon dont vous racontez ou les affaires criminelles. Alors, on commence par toi, Claudia. Alors, comment je raconte les affaires Comment tu définis ce que tu fais? Comment tu définis ton... Ce que je dis quand j'essaye d'expliquer ce que c'est que Crime Story, je dis que c'est un podcast qui raconte des grandes affaires criminelles. Des grandes affaires criminelles qui sont en général devenues des grandes affaires criminelles parce qu'à un moment l'enquête a été compliquée, parce qu'il y a eu des rebondissements, quoi. Il y a des choses à raconter, il y a des faits divers, il y en a tous les jours et c'est pas toujours pertinent d'en faire un podcast, en tout cas un podcast tel que moi je le fais. Et donc oui, moi je dirais que c'est ça. Mon travail, c'est de raconter des grandes affaires criminelles. L'avantage, c'est qu'avec le recul, on peut décider de mettre en avant des problématiques qui nous paraissent pertinentes au moment où on raconte, donc aujourd'hui, cette affaire criminelle qui date. Et donc, on peut... Bon, j'ai pas traité moi cette affaire, mais par exemple, aujourd'hui, quand on raconte l'affaire Trintignant, la mort de Marie Trintignant, qui a été tuée par le chanteur Bertrand Cantat, on la raconte avec un angle particulier qui, en général, met en lumière le phénomène du féminicide, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ou 20 ans. Donc il y a quand même un angle sociétal. Oui. Mais qui est pas, qui fait pas partie du contenu en tant que tel, qui est sous-jacent, plus qui est verbalisé en fait. Oui, c'est ça. En fait, j'intellectualise pas nécessairement quand je le fais, enfin même pas du tout parce que j'ai pas le temps. Mais je me rends bien compte quand je traite d'une affaire qu'il y a un aspect qui m'intéresse en particulier et que donc j'essaye de mettre en avant par rapport à d'autres aspects qui peut-être au moment où l'affaire a eu lieu étaient plus importants et qui étaient carrément passés sous le tapis aussi des fois. Ça peut arriver, ouais. Jean-Alphonse, comment toi tu définis ce que tu fais, l'approche que tu as sur les récits? Alors moi je rejoins évidemment ce que dit Claudia et je le partage. Pour moi c'est au plus près des faits et au plus près de l'enquête.
et avec des documents d'enquête, avec une enquête dans l'enquête, puisqu'on essaie, dans l'heure du crime, de recenser les pièces du dossier, etc., d'approcher les témoins les plus présents et les plus directs de l'affaire. Donc nous, on est dans une matière très chaude et très comment dirais-je, très nerveuse. Donc on est vraiment en direct des faits, en direct de l'actualité, et c'est ça qui est important pour nous. Après, c'est pas parce qu'une histoire est spectaculaire. Moi, il y a plein d'histoires de tueurs en série, notamment aux États-Unis. Il y a beaucoup de tueurs en série aux États-Unis. C'est une notion qui est un peu plus récente ici, chez nous, en France et en Europe, que je refuse de faire, parce que pour moi, elle n'apporte rien. Elle n'apporte pas de signifiant ou de signification. Donc il faut que l'affaire en question, en tout cas c'est mon avis, elle soit incarnée par un homme, des femmes, etc. Mais surtout qu'elle apporte un sens, qu'elle apporte du sens, qu'elle apporte quelque chose qui va expliquer comme un miroir, comme un effet miroir, puisque le crime c'est aussi le miroir de la société. C'est assez banal ce que je dis, mais effectivement c'est palpable. Donc il faut que ces histoires, elles apportent du sens. Voilà. Moi, ma priorité, c'est ça. À la fois qu'on soit près des faits. Alors évidemment, on ne va pas raconter n'importe quoi, mais ça, on va y venir parce que c'est très très important. Et d'avoir du sens, d'avoir une profondeur dans l'histoire. Chloé ? Alors, moi, je dirais que ça serait une espèce de mélange, une trilogie. C'est pas assez près, voilà, comme ça. Entre un documentaire, une enquête et du témoignage. Pour moi, c'est pas de l'ordre vraiment du récit. Voilà, dans ce sens-là. Bon, alors après, on va pas cacher qu'on a travaillé ensemble au service police-justice à RTL, donc on a peut-être un peu la même vision des choses, mais c'est aussi vraiment le plus possible basé sur des faits qui ont pu être vérifiés, recoupés, comme ça. Ah, il faut carrément manger le micro, en fait. Ok. Voilà, il faut que ça soit très, très... Enfin, oui, très, très près des faits. Vraiment très près des faits, très près de l'enquête, quitte à apporter un éclairage nouveau, avec un angle particulier qu'on peut choisir, si jamais on veut apporter quelque chose, un regard particulier sur l'enquête. Mais je ne vise pas déjà l'exhaustivité. Mais en tout cas, tout ce qui doit être dit dedans, pour moi, doit être absolument vérifiable, recoupable. Et moi, je serais plus pour citer les sources, voilà. Mais... Sonia ? Moi, forcément, je rejoins un petit peu mes confrères à côté. Et en même temps, je me distingue aussi parce que j'utilise beaucoup le fait divers comme un peu un prétexte pour faire de la vulgarisation, de psychologie et de criminologie. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est quand dans une affaire, il y a une notion dont je sais qu'après, je peux parler, je peux l'expliciter, je peux la rendre plus accessible pour que les gens comprennent. Parce que moi, ce qui m'a toujours fascinée dans les affaires, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des protagonistes, que ce soit les criminels ou les victimes. Et du coup, voilà, c'est un peu ce que j'essaye de faire à chaque fois. Vous avez tous les quatre une façon différente de raconter les histoires. Sonia, tu racontes, tu fais ton récit. C'est un récit qui se déroule, que tu fais de A à Z, sous la forme vraiment d'une histoire où tu racontes les faits, tu rentres dans le détail, etc. Chloé, tu as eu plusieurs formats, mais si on parle par exemple du podcast de l'ombre, oui, avec le papa d'Estelle Mouzin, on est dans quelque chose d'assez intimiste, où il y a des questions, tu leads un peu l'histoire, mais en même temps, on sent qu'il y a beaucoup d'effacement, tu t'effaces beaucoup pour laisser la parole de... Oui, j'utilise très peu le jeu d'ailleurs, ouais. Contrairement au tien, enfin je sais pas, on va se dire tu, mais où j'ai entendu que toi tu donnais un peu ton avis ou ton sentiment, ou tu posais des questions en assumant le jeu. Moi c'était un choix de me mettre totalement en retrait, ouais. Et de construire des scénarios par rapport à des fils directeurs. L'épisode, enfin le podcast est décomposé en 5 épisodes qui sont des épisodes thématiques. Sur le thème « Aurait-on pu découvrir la vérité plus tôt ?» Donc c'était sur Michel Fourniret et Estelle Mouzin.
Et effectivement, moi, je m'efface et je voulais qu'on entende beaucoup le père d'Estelle Mouzin, qui a accepté de témoigner et qui n'est pas un interlocuteur forcément facile. Il est extrêmement pudique, qui livre ses émotions après des années de combat. C'est très très difficile pour lui, et d'ailleurs elles sont très souvent en filigrane, elles sont suggérées. Il faut vraiment avoir une écoute attentive. On les devine plus qu'on les entend, mais justement on en reparlera parce que c'est un point important. Toi, Jean-Alphonse, tu as des invités, c'est encore un autre format, c'est encore une autre façon de faire. Tu racontes, tu mets en scène, tu poses l'histoire, et derrière ça, tes invités viennent creuser, viennent à ta demande répondre. Donc, tu les conduis à enrichir ton récit, c'est ça? C'est exactement ça. Moi, quand j'ai repris L'heure du crime, c'était il y a 4 ans, puisqu'on parle de L'heure du crime, c'est effectivement ma principale émission qui me prend beaucoup de temps. Il y en a 5 par semaine, donc c'est assez long à faire. Donc on a 5 podcasts par semaine. Quand j'ai repris l'émission, je l'ai découpée volontairement pour qu'elle soit accessible au podcast. C'est pas du tout un hasard la découpe que j'ai choisie, avec effectivement une partie récit, une partie invité, ce qui permet aux invités de pas revenir sur des détails qu'ils auraient oubliés ou qui seraient sur des dates, par exemple, qui seraient inexactes, sur des imprécisions. Ça peut arriver lorsqu'on parle comme ça en direct. C'est toujours un peu compliqué. Donc voilà. La place, elle est faite chez nous énormément, effectivement, aux questions. Moi, j'assume le jeu dans les questions, évidemment. J'ai pas de souci avec ça. Et je peux donner aussi mon avis. Ça peut arriver lorsque je sens que, effectivement, soit ça me plaît pas ou au contraire, j'adhère à ce que dit la personne. Et on a une grande place. Ça, je voudrais qu'on en parle, et on va tu auras sûrement une question là-dessus, mais sur les victimes, on a une grande place aux familles de victimes. Parce que les victimes, j'en dis juste un mot, parce que ça me tient, c'est quelque chose, c'est un sujet, moi, qui me tient beaucoup à cœur. Les victimes, il n'y a pas de crime sans criminel. Il n'y a pas de crime sans victime. Le problème qu'on a, mais depuis des lustres, c'est-à-dire que depuis le 18e, 19e siècle, lorsque les journaux étaient extrêmement puissants, c'est que, regardez, toutes les affaires, elles portent le nom des criminels. Elles portent jamais le nom des victimes. C'est très compliqué. Vous, entre guillemets, vous ne vendez rien. Pardon, peut-être j'avance un peu sur le sujet, mais vous ne vendez rien en vendant des victimes. Les victimes, pendant des années, c'est en train de changer, tant mieux, mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Il y a des années, Chloé, tu connais, contre-exemple, tu connais parfaitement la musique. Il y a encore une quinzaine d'années, lorsque les parties civiles allaient voir des juges d'instruction, parties civiles, ce sont les victimes, donc au procès pénal. Lorsque des parties civiles se présentaient devant le juge d'instruction, mais elles ne passaient pas la porte. On s'en foutait. Vous nous emmerdez, les victimes. Allez pleurer ailleurs. C'était comme ça. Et aujourd'hui, c'est en train de changer, et c'est heureux. Et je crois qu'on apporte, justement, dans le podcast, même s'il est très inégal, le paysage des podcasts, on va en reparler aussi, c'est extrêmement mouvant, extrêmement inégal, parfois limite, mais effectivement, aujourd'hui, on apporte quelque chose, c'est qu'on donne la voix à ces sans-voix. Et ça, moi, je trouve ça formidable. Ça, c'est une opportunité. Alors le podcast, c'est pas une merveille, c'est pas un truc formidable, c'est pas on n'invente rien, mais il y a beaucoup plus d'accessibilité aux victimes aujourd'hui grâce au podcast et à travers ce qu'on fait tous ici autour de la table qu'il y a simplement 3 ou 4 ans. Claudia, justement, on va. Toi, vous faites un duo avec Damien Delceni, c'est-à-dire que toi, tu poses l'histoire, puis Damien vient un peu comme font les invités de Jean-Alphonse, d'une certaine façon, apporter de la couleur, puis apporter du fond aussi, parce qu'il a une longue expérience qui vient enrichir ton contenu. Mais la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous construisez l'histoire en pensant aux victimes? C'est-à-dire, est-ce que quand vous écrivez, vous vous dites il faut que je fasse attention aux mots que j'emploie ou à la situation que je décris, et vous vous dites non, ça, c'est pas acceptable? Est-ce que ça vous arrive, ça, d'être là-dedans? Moi, je me le dis tout le temps parce que j'ai pas peur, faut pas exagérer, mais je me dis tout le temps que je peux être contactée par quelqu'un qui est concerné par l'histoire que j'ai racontée. Et si ça arrive, ça n'est pas arrivé pour le moment, mais si ça arrive, je veux pouvoir assumer vraiment tranquillement ce que j'ai dit et défendre pourquoi je l'ai dit. Et ça m'est arrivé très souvent
et ça nous arrive avec Damien, parce que l'avantage d'être deux c'est moi qui écris les histoires, mais quand on les enregistre, ça arrive que Damien me dise ouah, ça c'est pas top de le dire comme ça, peut-être que tu devrais le tourner autrement. Ça arrive aussi que moi je lui dise quand il répond. Donc ça joue sur un mot, des fois, ça joue sur une tournure de oui, phrase. Oui, sur un mot, sur une expression. Parfois on fait pas exprès, mais on dit, j'ai pas d'exemple, mais parfois on va utiliser un adjectif qui en fait... Ah si, j'ai un exemple. Une fois, je parlais de quelqu'un qui était mort en mer, et je disais des indices remontent à la surface. Et j'ai pas fait exprès, mais c'était pas top. Et voilà. Non, c'est pas top. Et ça, moi, je m'en suis pas rendu compte. Et typiquement, voilà, c'est mal. Mais je sais pas. Peut-être que c'est inconscient et que j'avais fait le lien, mais en tout cas, je m'en suis pas rendu compte. Et là, Damien m'a dit, on va peut-être pas dire les choses comme ça. C'est pas très heureux. Et donc, c'est bien d'être deux pour ça, parce que c'est bien de pouvoir se rendre compte des mauvaises formulations qu'il y a. Mais c'est vrai qu'on est attaché à pas à pas faire, par exemple, à pas dire des choses qui peuvent être perçues comme drôles. Parfois, nous, on se parle et on vient de se dire un truc qui nous a fait marrer, et du coup, on a un sourire dans la voix. Ça, derrière, on est rattrapé, on nous dit non, ça, il faut le refaire parce que là, on a l'impression que tu rigoles. Donc voilà. Donc je fais hyper attention à ça, et je suis très vigilante, et j'ai le sentiment, réel ou pas, que je peux en permanence être contactée par des familles de victimes qui vont me dire que j'ai mal fait quelque chose, et je veux pouvoir me défendre, et donc j'y pense tout le temps. Oui, j'ai un exemple très précis là, qui n'était pas là. Je pense que c'était simplement une maladresse, mais pas une intention, ou bien au contraire. Mais j'ai un exemple. Alors, quand j'étais à Europe 1, d'une fois où j'ai vraiment refusé que soit diffusé quelque chose. C'était dans l'affaire Jean-Claude Roman, quand il a demandé une demande de remise en liberté, la énième demande de remise en liberté. J'avais réussi à convaincre le frère de donc Jean-Claude Roman, qui pour mémoire a tué tout le monde, toute sa famille. Toute sa famille. Dont sa femme, à coups de rouleau à pâtisserie. Et avant d'avoir le témoignage du frère de sa femme, du petit frère de sa femme, était diffusé un petit rappel des faits qui n'avait pas été fait par moi, et dans lequel il y avait des bruitages. Comme ça, je caricature pas. Ça, c'est et je me suis dit, comment c'est possible de diffuser, juste avant le témoignage du frère, un récit où il va entendre, revivre, s'imaginer la brutalité des coups qu'il va entendre comme ça. Donc j'ai dit, moi c'est bien simple, vous diffusez ce récit avant le mien, je retire le témoignage du frère. Ça n'est pas acceptable, c'est inhumain, c'est indécent, c'est pas correct. Finalement, j'avais eu gain de cause, parce que c'était... je pense que... Je ne sais pas si on fait un sondage dans la salle, je pense que ça choque absolument tout le monde. Toi, Sonia, tu t'es pas en direct, mais tu montes ton travail. Est-ce que ça t'arrive de corriger, parce que tu travailles quand même sur un texte, c'est-à-dire qu'au fond, tu n'improvises pas, tu écris ton texte, etc. Donc, est-ce que ça t'arrive après soit de te censurer sur une phrase, sur un terme, ou soit de reprendre pour dire non, ça je vais le dire différemment. Est-ce que cette partie du travail là, tu t'en tiens compte quand tu fais ton... Alors oui, j'en tiens énormément compte. Après, ça se fait plus au moment de l'écriture qu'au moment du montage. Après 6 ans sur Internet, où j'ai des retours très directs, notamment sur YouTube, des personnes, j'ai appris à faire attention à tous les mots que j'utilise. Mais toi, tu as un contact vraiment direct. Je pense plus d'ailleurs que nos trois compères, qui eux ont une petite distance avec le public, mais pas volontaire évidemment, mais du fait d'appartenir à un groupe de presse, un journal, etc. Toi, tu es en direct avec le public, donc dès qu'il y a quelque chose, ça te revient dans les commentaires ou des choses comme ça. Ouais, et c'est tout aussi négatif que positif. En fait, il y a plein de bonnes choses, parce qu'on a des retours très rapides. Je veux dire, moi, je travaille toujours au pied du mur, donc en fait, je viens de travailler sur l'affaire, qu'elle est publiée, que j'ai les retours des gens. Donc ça m'a permis, je pense, de me perfectionner, de devenir meilleure dans mon écriture.
Et en tout cas, le fait de garder les victimes en tête, c'est quelque chose que je fais toujours quand j'écris. Ce qui fait qu'au montage, il y a rarement de différence. Un petit peu plus maintenant dans le podcast, où du coup, j'ai un after show où, avec mon amie Juliette, qui est ici, on discute, on échange. Et là, c'est vrai qu'il y a un petit peu plus, des fois, ces moments où on se dit, bon, ça, peut-être qu'on le gardera pas, parce que finalement, c'est pas aussi pertinent, etc. Mais l'écriture, elle est hyper importante. Et moi, je tiens beaucoup à personnifier les victimes tout le temps, notamment dans les affaires où il y a beaucoup de victimes, où ça devient presque des listes de noms, des chiffres. Je trouve ça hyper important de donner des petites anecdotes sur eux, de vraiment les rendre humains, parce que c'est le plus important, que ce soit une affaire française, actuelle, ou qui a 200 ans. Moi, j'essaye toujours de me dire, ces personnes-là, leurs proches, pourraient écouter ce que je dis. Et il faut que je sois correcte vis-à-vis de ces personnes. Mais ça, c'est l'enjeu sur lequel j'allais vous interroger. Parce qu'il ne faut pas se mentir, on fait aussi du storytelling. On est aussi dans une forme narrative où on veut construire un récit qui plaît au public, qui va être écouté et qui va donner aux gens le goût d'en écouter d'autres, etc. Donc, comment vous gérez cette tentation du storytelling ou cette tentation d'être attractif et la réalité des faits, la fine ligne entre le récit journalistique qui n'est pas toujours passionnant et le récit plus scénarisé qui peut devenir sensationnaliste. Y a un de vous trois qui veut reprendre le micro là-dessus ? Jean-Alphonse ? Oui, non, juste pour rebondir ce qu'on dit, puisque c'est la même thématique, derrière toutes ces histoires, il y a des personnes vivantes. Beaucoup de personnes mortes, je vous l'accorde. Mais il y a des familles, il y a des personnes vivantes. Donc ça, c'est un feu rouge lorsque vous écrivez sur le crime qui doit s'allumer immédiatement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on ne peut pas passer ce feu rouge, c'est pas possible. Il n'est même pas clignotant orange, on ne peut pas le passer. Donc il faut toujours avoir à l'esprit que vous êtes écouté par des proches, des familles, qu'il y a des traumatismes qui peuvent être réveillés uniquement par quelques mots que vous pouvez prononcer. Donc effectivement, lorsque vous faites un récit, il faut marcher sur des œufs. Surtout que toi, tu es en direct. Oui, moi je suis en direct, donc j'ai pas droit à l'erreur, sinon ça bascule. Et ça va très vite. Alors je suis en direct avec quelque chose qui est très écrit. La radio, c'est toujours très écrit. Je parle pas comme ça, comme je serais là au micro. C'est très écrit et c'est très balisé. Mais moi, c'est moi-même qui écris tous mes textes. J'ai pas d'auteur, donc je tiens à le préciser. Donc je prends ma responsabilité. Elle est pleine et entière. Donc ça, ce premier feu rouge, il est important. Le deuxième feu rouge, c'est le vocabulaire que vous employez, les expressions, la sémantique, la grammaire lorsque vous rédigez ces récits. Donc là, il y a quelque chose aussi d'important, c'est que moi, j'ai souvent accès à des procès-verbaux. Vous me démentirez pas, vous êtes tous journalistes ici. Il y a des procès-verbaux de crimes qui sont particulièrement insupportables. Lorsque vous lisez, ça peut donner même la nausée. C'est brutal. Parce qu'il y a des trucs qui sont au-delà de l'imaginable. Donc, ça sert à rien d'écrire tout ça. Ça sert à rien. Moi, je me refuse du tout à faire ça. Parce que là, vous basculez très vite. Et il y a une tendance à ça, une tendance spectaculaire. Vous basculez dans le voyeurisme. Mais ça, c'est autre chose. On n'est plus dans le récit journalistique ou le récit de true crime. On est dans le récit attractif, de journaux à sensation, de podcasts à sensation. Et ça, on ne peut pas. Voilà. Donc pour moi, la limite, elle est là. Elle vient, cette limite, presque naturellement avec l'expérience, en fait. Lorsque vous êtes jeune, chien fou, etc., vous dites « ça, c'est formidable, ça, c'est génial. Ah ben ça, il faut que je raconte ça. Ah, il a fait ça, il faut le dire. » Ben non, il ne faut pas le dire. Ou en tout cas, il ne faut pas le dire comme ça. Mais c'est pas de la censure. Tu as employé le terme autocensure ou censure. Moi, je ne vois pas forcément un sens négatif. Non, mais moi, j'ai pas de honte à dire que ça, je ne l'écrirai pas. Et Chloé parlait tout à l'heure de la mise en scène du crime, parce que ça, c'est une tendance lourde, ça aussi aujourd'hui. Hein. La mise en scène du crime. Ah, il y a toujours eu des mises en scène. On fait de la radio, il faut du son, il faut de la parole. Mais là, attention, on n'est pas dans le rigolo, on n'est pas dans le cocasse, on n'est pas dans quelque chose qui serait irréel. Donc Fourniret, il est bien réel. Donc il est mort, mais il était bien réel. Il y a un respect de l'univers, c'est-à-dire qu'il y a un respect
une forme de décorum, d'une certaine façon. Là, on va pas dans d'autres univers. Non, chacun son style. Je dis pas le décorum. C'est un style. Chacun a une écriture. C'est comme si qu'on comparait des films et des films d'horreur. En fait, les films d'horreur, ils existent. Ceux qui veulent aller en voir, ils en voient et ils verront du sang, ils verront des trucs crades. Voilà. C'est un registre différent, mais en tout cas, je pense que pour ce qu'on fait tous, ça n'est pas notre registre, et que raconter le récit par le menu des tortures, des éviscérations, etc., c'est pas du tout notre objectif. Enfin, non, je te confirme. Pour connaître tous les contenus, c'est pas le thème de ces contenus-là. Oui. Non, moi, je me suis posé la question récemment pour un épisode qui n'est pas encore sorti, qui va sortir sur l'enlèvement et l'assassinat d'un ancien élu. Et en fait, c'était compliqué parce que j'avais pas énormément de matière. Je n'avais que des archives du Parisien et des documents du Parisien. C'est une affaire assez vieille. Et en fait, à un moment, je me disais, bon, comment est-ce que je peux raconter sans raconter ? Parce qu'en même temps, il faut quand même que je raconte quelque chose. Et en fait, ce qui a un peu sauvé ce que je pouvais dire, c'est qu'un couple a témoigné au procès en racontant ce qu'eux avaient vu. Et donc, en fait, je trouvais, mais j'ai pas analysé pourquoi, mais je trouvais que raconter par ce biais-là des témoins, ça devenait supportable et ça devenait correct. Alors que j'étais vraiment embêtée parce que je trouvais que si ça venait de toi, ça aurait été différent. De toute façon, c'est jamais vraiment moi, mais enfin moi je dis pas dans le podcast, je fais une voix off quoi. Mais je trouvais que voilà, avec ce témoignage d'un couple qui racontait qu'ils avaient vu ça, ça pouvait se raconter et que ça pouvait pas vraiment l'être autrement. Mais vous vous êtes jamais posé la question? Moi, ça m'est arrivé notamment dans une de mes enquêtes documentaires sur des crimes qui ont été perpétrés contre des enfants, qui sont des crimes assez horribles. Et j'étais très embêté parce que les circonstances de la découverte d'un des enfants en question et les sévices qu'il avait subis constituaient un élément clé du récit. C'est-à-dire que ça dépeignait l'acte en tant que tel. Et la question qu'on s'est posée avec mon réalisateur, c'est si on ne le raconte pas, on ne donne pas conscience de l'horreur de la situation. Si on le dépeint, on a peur de tomber dans le voyeurisme. Donc, est-ce que vous arrivez des fois à ces situations-là où vous dites, bon, ok, on va passer par-dessus, mais on va essayer quand même de... Parce qu'il faut donner... Si on fait du journalisme ou du documentarisme, ou qu'on raconte précisément les faits, et toi, Sonia, aussi, ça t'arrive aussi, parce que si tu veux dépeindre la personnalité criminelle de celui qui a commis l'acte, il faut que tu décrives l'acte en question. Donc, ça vous arrive de vous retrouver dans ces situations-là? Sonia, tu veux? Ouais, moi, je dirais que oui. Malheureusement, en fait... En tout cas, moi, je vois les choses d'une certaine manière, c'est que ces choses-là existent. Et le but, c'est pas non plus de les masquer, parce que c'est un reproche, en tout cas, que moi, on peut me faire, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, de personnes qui me disent « Mais pourquoi s'intéresser à ces choses-là? Pourquoi parler de ces choses-là? Vous devriez parler des belles choses de la vie. » En fait, la vie, elle est pas toujours belle. Il y a des choses horribles qui se passent. Tant qu'on le raconte pas pour se délecter, pour l'offrir comme un divertissement au public, je pense qu'on peut dire les choses. Après, il n'y a vraiment pas nécessité de rentrer dans certains détails. Mais on ne peut pas non plus masquer, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Des choses absolument ignobles se produisent et il faut les affronter en face si on veut peut-être un jour faire de la prévention. Il faut aller les comprendre. Donc il faut s'y confronter. Chloé, je t'ai vu... Oui, non, mais je comprends tout à fait ce que vous dites. Après, il y a façon et façon d'écrire. Il y a façon et façon de décrire. Voilà, il y a aussi le ton qu'on utilise. Enfin, c'est un média de voix. Est-ce que il y a des gens qui retiennent beaucoup les images, mais une description avec une voix et un ton fait pour vous épouvanter, vous l'entendez, vous le percevez, vous le ressentez en fait. Donc, je pense que là, c'est à la fois l'écriture et à la fois la façon de s'exprimer qui va qui va tendre, on va dire, vers le bon équilibre, vers l'équilibre le plus juste. Mais bon, il n'y a pas de science exacte. Hein. On peut se tromper, on peut se rater. On essaye de ne pas le faire. Est-ce que vous pensez que vous faites œuvre utile? Et de quelle façon? Moi, je l'ai dit un petit peu, mais je pense qu'effectivement, on fait œuvre utile.
on fait ce que font les journaux depuis des siècles. On raconte des histoires. Donc, juste pour rebondir sur ce que dit Chloé, qui est très vrai et très important, c'est que le podcast, il n'y a pas d'image. Il y en aura sans doute, évidemment, la matière va évoluer. Il n'y a pas d'image, donc tout passe par l'écriture, puisque la voix passe par l'écriture. En radio, vous écrivez tout et puis vous racontez. Mais la voix, ce n'est qu'un accessoire. Donc il y a une mise en scène sonore qui est très importante. Et encore une fois, les termes choisis, la langue française est suffisamment riche pour pouvoir contourner certaines choses qui seraient trop, comme disent les anglo-saxons, moi j'aime bien ce terme, graphique. C'est-à-dire que les descriptions graphiques, je pense qu'en radio, c'est insupportable. En radio, en podcast, etc. Et c'est même pas très sain. Après, on rend service, oui. On rend service parce qu'on éclaire des histoires où justement il y a des acteurs qui ont été oubliés. On réveille des dossiers qui ont été oubliés. On remet en lumière des histoires dont la justice ne se préoccupe plus. Moi, je sais que quand on fait une heure du crime sur des cold cases, puisqu'il y en a beaucoup et beaucoup trop, et on a la chance d'avoir un pôle cold case en France, ça c'est très bien, c'est une bonne avancée. Je peux vous dire que ça écoute beaucoup, hein, du côté de la justice. Ça écoute beaucoup, hein, du côté de nos amis flics. Ça écoute beaucoup du côté du pôle des cold cases. Et il y a eu des retours comme ça, où il y a des affaires qui sont relancées, pas simplement grâce à l'heure du crime, je ne vais pas tirer la couverture, mais grâce à toutes les personnes qui travaillent sur des cas, parce qu'effectivement, ça aiguillonne les pouvoirs publics. Et ça, c'est le pouvoir effectivement de la presse. Oh, combien critiquer, oh, combien les journalistes, ces monstres, et tout, etc. Enfin, on entend tout, on s'en fout, mais ça, c'est important. Ça, c'est important. Claudia ? Oui, il y a beaucoup de familles de victimes aussi qui ont envie qu'on parle de leurs affaires pour qu'on continue à chercher des résolutions à certaines affaires. Et j'avais rencontré le père d'Estelle Mouzin il y a quelques années, et il me disait ça, il m'avait dit que si lui, il médiatisait, c'est parce qu'il avait bien conscience que le seul moyen de continuer à mobiliser autour de la disparition de sa fille, c'était ça. Donc il a organisé une marche blanche tous les ans, toujours la même, avec toujours du monde, en alertant toujours tous les médias pour qu'on en parle. Et c'est vrai que moi j'ai traité quand même pas mal d'affaires avec souvent il y a quand même un enquêteur qui est obstiné, il y a des personnages qui sont importants et qui sont clés pour les résolutions de ces affaires-là, mais ça tient quasiment toujours à l'investissement des familles qui ne lâchent pas, qui continuent d'harceler les institutions pour que elles continuent à chercher, qui continuent à envoyer des mails aux médias, à garder des contacts avec les journalistes. Et donc ça, c'est quand même très important. Vous recevez des sollicitations de famille Alors, je voudrais juste ajouter que ils le font pas pour se mettre en scène, et c'est souvent pas de gaieté de cœur, hein. Enfin, c'est l'exemple là d'Éric Mouzin, il est vraiment particulièrement prégnant, parce que vraiment il aime pas ça, hein. Il le fait, mais il n'a pas envie qu'on parle de lui. Il le fait parce qu'il sait qu'il n'a pas d'autres moyens. Et d'ailleurs, ça se voit un petit peu parfois qu'il a pas très envie. Mais c'est vrai. C'est pour vous dire qu'ils le font parce qu'en fait, ils se disent il n'y a plus que ça. C'est un des leviers qu'ils essayent d'utiliser pour que l'enquête continue, tout simplement. Jean-Alphonse ? Et à juste titre, parce que effectivement, oui, les familles nous sollicitent, ça arrive, c'est pas fréquent, mais c'est quand même assez habituel. Il faut bien savoir pourquoi elles nous sollicitent, les familles. Parce qu'il y a un vide. Elles sentent qu'elles sont seules, que les enquêtes sont abandonnées parce qu'il n'y a plus d'argent, parce que c'est trop long, puis parce qu'on s'en fout aussi. Il faut bien le dire, il y a des enquêtes qui sont complètement sabotées parce que tout le monde s'en fout au début. Ça, il faut quand même être clair avec ça. Si vous tombez sur un mauvais policier, un mauvais gendarme ou un mauvais juge, vous avez de la chance vous avez la tristesse de voir que votre dossier va peut-être être effacé, qu'on ne va pas en parler. Donc effectivement, nous sommes le dernier recours pour ces familles. Moi, je prends toujours l'exemple des disparus de Lyon. Les disparus de Lyon, pour moi, c'est l'histoire la plus tragique. Et rien que d'en parler, j'ai un petit peu de frisson parce que c'est une histoire qui me touche beaucoup, avec ces filles qui étaient handicapées mentales, dans des foyers, avec ce chauffeur de car, Émile Louis. Enfin, vous connaissez l'histoire si vous vous intéressez aux faits divers, qui ont disparu pendant des années. La justice s'est assise dessus.
à saccager ce dossier. Il faut bien le savoir, c'est un dossier qui a été saccagé et qui aujourd'hui n'est pas terminé puisqu'on n'a pas trouvé les corps de toutes les victimes et que les familles n'ont pas pu faire leur deuil. On en est là aujourd'hui, en train de chercher encore dans Lyon, près d'une rivière, des restes de corps. On est là 30 ans, 40 ans après les faits. C'est pas admissible. Donc c'est normal que les familles bougent. Et juste pour terminer avec les disparus de Lyon, parce que c'est important, ce sont les familles qui ont fait l'enquête. C'est une association, Monsieur Pierre Maunoir, que je salue ici, qui est toujours vivant et qui se bat toujours pour les familles, qui a réussi à ressusciter ce dossier. Alors, on fait quoi ? On fait quoi ? Ben oui, il faut aider comme on peut les familles. Et on continue à les aider. Parce que c'est pas admissible. Sonia, toi, tu reçois des demandes de famille ou des demandes vous devriez raconter ça pour telle ou telle raison ? Oui, je reçois beaucoup de personnes, de commentaires de personnes qui me suggèrent des affaires. Après, j'ai déjà eu des contacts avec des familles, justement, de personnes disparues. Généralement. Donc ça, c'est vraiment tout l'aspect de ces affaires qui ne sont pas encore résolues et où on peut être sollicité parce que finalement, remettre sur le devant de la scène, c'est effectivement des fois un petit peu refaire bouger les choses. Et je voulais aussi rajouter que même pour les affaires qui sont jugées, qui sont terminées, il y a un véritable intérêt d'en parler. Là, je vais faire référence à l'actualité, mais je pense que par exemple, ce qu'on voit actuellement avec le procès de Mazan, c'est très important parce que ça permet de sensibiliser tout le monde, tous les citoyens, à des questions qu'on ne connaît pas forcément, notamment la soumission chimique. Je pense que ça va marquer les esprits et qu'il y aura quelque chose, j'espère vraiment qu'il y aura un après Mazan, comme il y a eu des après tout un tas d'affaires. Nous, on avait parlé de Guy Georges qui a fait changer les choses aussi au niveau de l'ADN. Voilà. Je pense que c'est hyper important en fait de parler des affaires, qu'elles soient irrésolues ou résolues, parce qu'elles permettent de peut-être un jour faire résonner quelque chose dans l'esprit de quelqu'un. J'ai eu plein de personnes qui m'ont fait des retours en me disant en fait, voilà, tu parlais de cette affaire, un féminicide, et j'ai reconnu des choses. Et là, je m'inquiète. Est-ce que je dois peut-être fuir, etc. Alors, je sais pas, je me dis que quelque part, toujours une histoire, elle peut résonner chez quelqu'un et lui faire prendre conscience qu'il y a des choses, en fait, elles sont pas censées se passer comme ça. C'est des voyants d'alerte et on apprend à les reconnaître. Donc il y a une forme de pédagogie et en même temps de pédagogie du système de justice aussi, parce qu'il y a beaucoup d'apprentissage à faire là-dessus. Et justement, Claudia, si tu veux rebondir, tu vas pouvoir le faire, mais justement, quand on est dans des cas non résolus, il y a la question de l'affaire est en cours. Et je suis sûr que ça vous est arrivé d'avoir de l'information dont vous savez que si vous la diffusez, vous pouvez jouer positivement ou négativement. En tout cas, vous risquez d'avoir un impact sur une affaire en cours. Comment vous gérez cette préoccupation-là ? Claudia, si tu veux revenir sur ce qu'on a dit avant de poursuivre, mais sinon, est-ce que vous arrivez des fois à vous dire « ça, je ne vais taire cette information-là » parce que je sais qu'elle peut avoir un impact sur le dossier alors qu'il n'est pas résolu. Oui, moi ça m'arrive. J'ai pas d'exemple précis en tête, mais ça arrive qu'avec Damien, on ait des informations en plus qui nous permettent de comprendre des choses, mais que pour des raisons évidentes, on peut pas les divulguer. Dans les podcasts ou dans le journalisme en général sur cette thématique-là, oui, ça arrive tout le temps. Sinon, je sais pas, on se tire une balle dans le pied, on joue contre son camp. Est-ce que le but, c'est de permettre aux criminels pas forcément aux criminels, mais des fois sur leur propre enquête? Non, je crois pas. Mais est-ce que des fois vous dites je pourrais dire ça parce que ça pourrait peut-être piquer un peu les policiers ou piquer un peu le système de justice. Non, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Ah oui, non, mais on est là-dedans aussi. Non, mais ils sont piqués. Non, mais piqués, on est là pour les piquer. Est-ce qu'on vous le dit des fois? Est-ce qu'on vous dit là vous nous fatiguez un peu avec vos histoires? Bien sûr. Ça vous arrive? Oui. Toi, on te le dit? Bien sûr, ça arrive. Il y a des gens qui sont pas contents qu'on parle de certaines histoires. Mais après, c'est une autre thématique. Ça, c'est de la responsabilité journalistique. Non, mais ça fait partie du processus aussi. Il y a l'autre question que tu posais avant. Elle est un peu différente. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des informations qui peuvent gêner la marche d'une enquête? C'est très rare. Et c'est très rare. Et vraiment, si ça gêne la marche de l'enquête, évidemment, il ne s'agit pas... je sais pas moi, d'éviter l'arrestation d'un criminel, etc., d'un violeur ou ce que vous voulez. La question n'est pas là. Donc dans ce cas-là, on le fait pas.
C'est rarissime. Après, faut pas se leurrer. Il y a une tentation aussi des milieux judiciaires, des milieux policiers, de la gendarmerie, de dire faut pas en parler. De garder le contrôle. Faut pas en parler. Alors évidemment, on va pas se coucher chaque fois qu'on dit faut pas en parler, parce que là on parlerait plus de rien. Mais ça, c'est la tentation, hein, la tentation des autorités, elle est toujours très grande. On est là pour résister, on est grand. Après, c'est quand même beaucoup plus pour des affaires qui sont en cours, qui viennent de se dérouler. C'est un peu dans l'urgence, c'est un petit peu moins le cas. Enfin, pour toutes les affaires oui, enfin, dans ça des peut podcasts arriver. qu'on a traités. Oui, alors c'est arrivé en matière de terrorisme, par exemple, au moment des attentats. Mais pour moi, c'est complètement différent. Au moment où on écrit des podcasts, il s'est quand même passé un petit peu de temps. Moi, ça m'est arrivé pour une affaire de 84, où je racontais une histoire d'enfants assassinés, justement, et où j'ai découvert par une source que, évidemment, j'ai pas pu révéler, et que j'ai révélé à personne, des bandes audio d'enregistrement, d'interrogatoire d'un suspect qui avouait un des crimes. Crime qui n'avait a priori jamais été résolu par les policiers. Et là, j'étais très embêté parce que j'avais un élément d'un dossier non résolu qui, en soi, n'est pas une résolution, parce qu'un aveu, dans des circonstances dans lesquelles il avait été fait, n'est pas forcément une condamnation, mais en tout cas, qui est quand même un élément très, très incriminant. Donc, on s'est posé beaucoup de questions éthiques. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Le sujet, c'était, on va le remettre à la police, parce que finalement, c'est un élément d'une enquête criminelle et ça va potentiellement faire avancer l'enquête criminelle. Et à ma grande surprise, c'était une expérience assez intéressante. Quand j'ai contacté les policiers, je leur ai dit, voilà, j'ai des documents à vous remettre. J'avais même les procès-verbaux. Et on m'a rappelé quelques temps plus tard, on m'a dit, oui, on veut vous rencontrer, etc. Et on m'a, d'une certaine façon, fait une mise en demeure en me disant, attention, si vous parlez de ces documents que vous nous avez remis, pourrait y avoir aux États-Unis et au Canada, on parle d'entrave à la justice, vous pourriez faire une entrave à la justice. Et là, j'ai dit, mais comment ça, une entrave à une affaire qui est non résolue depuis 84, en vous remettant des documents et en évoquant le fait qu'il y a un suspect qui finalement pourrait être identifié dans cette affaire. Je ne vois pas en quoi c'est une entrave à la justice. Et les avocats, je travaillais avec Radio-Canada, qui évidemment a une structure légale assez pointue, et heureusement d'ailleurs, parce que j'aurais été un podcasteur indépendant, très honnêtement, je me serais posé la question de la pression reçue là-dessus. Et finalement, on a dit, non, on va l'utiliser, on va le mettre en avant, etc. Et pas plus d'entrave à la justice qu'autre chose. Et il n'y en a pas eu. Mais c'est quand même un enjeu, pour parler d'enjeu de contrôle, dont tu disais, Jean-Alphonse, que ça arrive de temps en temps, c'est quand même un enjeu qui se passe de temps en temps, qui arrive de temps en temps. Claudia, tu voulais... Non, j'allais dire, moi surtout dans Crime Story, la plupart des affaires, ce sont des affaires qui ont leur place parce que l'enquête a été mal faite. En général, c'est quand même ça. Et donc ça, forcément, ça fait pas plaisir à certaines personnes qu'on détaille par le menu pourquoi la justice, la police a échoué. Et puis parfois, c'est vraiment lamentable. On a foutu les scellés à la poubelle. Enfin, il y a des trucs. Donc voilà. Donc ça, mais ça n'a plus aucun impact de le raconter aujourd'hui, si ce n'est de vexer quelques personnes. Oui, ça a un impact peut-être sur le cours des choses. Et ça, c'est positif. Voilà. Ouais. Ça n'a pas d'impact sur l'enquête. Alors, à propos d'impact sur le cours des choses, vous êtes des journalistes, des créateurs, vous créez du contenu, d'une certaine façon, même même dans un contexte journalistique ou pour ta chaîne YouTube ou tes podcasts, Sonia. Vous êtes aussi des spectateurs de cet univers dans lequel vous évoluez. Est-ce que vous voyez, évoluer l'univers du true crime? Je sais que Jean-Alphonse, tu as un avis très tranché là-dessus, mais est-ce que vous voyez des choses qui vous dérangent? Moi, j'ai personnellement vu, entendu des choses qui m'ont dérangé, des rires mal placés. Alors, on peut pas, c'est dommage, on n'aura peut-être pas le temps, mais la réalisation, par exemple, a un rôle essentiel. Quand tu parlais du bruitage des coups, c'est quelque chose d'assez terrifiant. On peut parler dans certains podcasts, des fois, effectivement, d'une mise en scène sonore qui peut être problématique, alors que le discours est ultra bien dirigé et ultra précis et très respectueux. Finalement, des fois, une petite erreur de réalisation peut rendre le contexte beaucoup plus... C'est pas une petite erreur.
c'est un choix délibéré dans ce cas-là. Des fois, c'est involontaire. Ça peut être volontaire ou des fois, c'est involontaire. Alors, quand il y a de la réalisation, de la musique, c'est un vrai travail, la réalisation dans le podcast. Hein, effectivement, il y a l'écriture, la scénarisation dans le sens comment on découpe le podcast, comment on l'écrit, le vocabulaire, l'intention dans la voix. Donc là, pour le fond, et après, dans la forme, dans le récit et la façon de parler, on peut avoir, moi j'avais eu ça, quasiment des directions d'acteurs dans le casque, avec quelqu'un, le réalisateur, qui me disait non, plus droit, plus explicatif, plus pensif, j'avais jamais travaillé comme ça. Donc après tout ça, donc il y a eu, on a pensé l'histoire, on l'a découpée, on l'a écrite, on l'a scénarisée, tout ça. Après on va enregistrer, il y a tout le travail de voix, et après vous passez ça à un réalisateur qui fait, mine de rien, 50% de l'effet final. Parce qu'il rajoute des silences. Et c'est quoi un silence en radio ? Là, je viens d'en faire un. Vous attendez juste que je dise la suite de la phrase. Voilà. Un silence, c'est une mise en abîme et c'est un teasing, en fait, si vous voulez. C'est comme une petite virgule. Vous attendez la suite. Donc non, tout est à dessein. J'y crois pas 5 minutes à ça. Les musiques, moi, je pense qu'il y a des gens qui involontairement font du mauvais travail. Ça fait partie du jeu. Oui, c'est sûr que comme à chaque fois, il peut y avoir des discussions parfois un peu véhémentes et on n'est pas d'accord et c'est pas toujours évident de savoir qui doit avoir le dernier mot. D'ailleurs, mais oui, c'est comme à chaque fois qu'on fait un travail journalistique, on n'a pas, il y a des chefs qui réécoutent, qui ont une opinion qui n'est pas forcément la même que la nôtre et c'est vrai que il y a toujours matière à discussion, mais effectivement, parfois, ça peut un peu saboter un travail. Et est-ce que dans cet univers dans lequel vous vous inscrivez, là, on arrive bientôt à la fin de notre table ronde, est-ce que vous voyez une évolution vers... Moi, je constate quand même qu'avec la popularité du true crime, avec le fait que, d'abord, je crois que c'est toi, Jean-Alphonse, qui m'avait dit un jour, le fait qu'on ait mis des mots sur le phénomène, le true crime, ça le transformé, ça lui a donné une réalité. Et c'est vrai, parce que ça a toujours existé, on en a souvent parlé, les uns et les autres. Les journalistes du début du siècle racontaient dans les journaux les faits criminels de façon très, très scénarisée aussi. Mais là, on a mis des mots dessus, on a mis un cadre dessus, et on voit que ce cadre, il est très large, parce qu'il va des séries Netflix et autres, jusqu'à Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui décident dans leur sous-sol ou au fond d'un placard de raconter une histoire. Et vous faites aussi partie de cet univers-là, même si vous vous y reconnaissez pas d'un côté ou de l'autre. Mais comment vous le voyez évoluer ? Est-ce que vous avez des craintes, vous, parce que pour moi, s'il y a du mauvais travail qui est fait dans un univers, ça rejaillit sur l'ensemble de l'univers, évidemment, y compris sur ceux, d'une certaine façon, qui essayent de bien le faire. Si on reste dans le milieu du podcast criminel, juste un petit truc avant, c'est que il y a une donnée économique là-dedans. Le podcast criminel, ça marche très bien. Ça marche très bien. Il y a vraiment un public pour ça, on le voit. Ça monte en flèche. Voilà. Donc, effectivement, ça attire évidemment des convoitises ou des envies de fabriquer ce genre de choses. Sauf que c'est pas la même matière qu'une matière légère ou si vous faisiez, je sais pas moi, des défilés de mode ou ce genre de trucs. Là, on est avec, encore une fois, de la chair humaine, des victimes, des coupables, des magistrats, des juges, des policiers. Donc, il y a toute cette matière qui est importante et dont il faut tenir compte. On ne peut pas faire n'importe quoi. Moi, j'ai peur qu'aujourd'hui, ce milieu qui est pas réglementé, mais j'appelle pas à la réglementation parce que des règles, il y en a assez, des lois, il y en a assez, ça soit un peu n'importe quoi souvent. Moi, j'entends des trucs qui sont quand même extrêmement limites. Une femme disparaît dans le Béarn. On ne l'a jamais retrouvée. On ne l'a pas retrouvée, mais c'est assez récent. C'est une histoire qui a quelques mois. Le mari est pour l'instant en prison. Il nie. Très bien. J'ai fait cette histoire qui est sérieuse, etc. J'ai entendu un podcast réalisé par des enfants qui recherchaient la femme. Des enfants. Des voix d'enfants qui recherchaient la femme, qui recherchaient la femme devant une maison en rigolant, mais parce qu'il n'y a pas de notion, parce que on s'amusait à faire l'enquête. Claudia, t'as l'air atterrée. Moi je suis un peu atterré par ça, parce que effectivement il y a une matière derrière qui est voilà. Donc
voilà, je pense que, évidemment, on ne peut pas réglementer le podcast aujourd'hui, il faut bien le dire, c'est un peu le Far West. Hein. C'est le Far West, c'est-à-dire qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire qu'il faut des règles absolues, etc. Et tout normaliser. Au contraire, il faut que la création s'exprime. Il faut que l'envie de progresser avance. C'est très important. Mais voilà, donc attention, parce que c'est une matière qui est sérieuse. Voilà. Moi, je voulais juste ajouter que c'est un peu le même débat que dans journalisme ou animation ou Monsieur et Madame Tout le Monde qui décide de faire une émission sur YouTube. Alors justement, j'en viens à toi parce que je les ai regardés. Là, on sent que derrière, il y a une expertise, etc., etc. Mais tu l'aurais pas. Comment le public le saurait, en fait ? C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Alors, on peut tous prendre une caméra et se mettre devant ou un micro et il faut quand même qu'il y ait une garantie de sérieux derrière. Moi, je m'interroge là-dessus. Moi, j'ose espérer que sur le long terme, la qualité finira par faire le tri, mais c'est le public. C'est d'accord, complètement d'accord. C'est la qualité qui prime. On n'a plus ce pouvoir-là. C'est juste ce qu'il faut espérer. Claudia ? Non, mais moi, juste, j'allais dire, c'est vrai que moi, je ne sais pas si j'aurais été à l'aise à traiter cette matière si j'avais pas eu derrière la validation d'un média, du Parisien. Je pense que je me serais pas mise toute seule dans ma cuisine à faire ça, même si j'aime bien faire ça, parce que effectivement, de savoir qu'il y a derrière un organe de presse, ça permet quand même d'avoir des garde-fous. Bon, allez, on fait un dernier tour de table. Un conseil que vous auriez à donner à quelqu'un qui veut faire un podcast True Crime, ce serait quoi ? Quel serait votre conseil ? Allez, Claudia, on va commencer par toi, parce que tu as l'air tellement inspirée. D'avoir des informations. Moi, je pense que c'est quand même compliqué de raconter des affaires criminelles si on n'a pas des informations sourcées. Donc s'appuyer sur des sources fiables. Ah oui, et du coup, ça demande du travail et on ne peut pas le sortir de son chapeau comme ça. Jean-Alphonse ? Restez sérieux et pensez aux personnes dont vous parlez. Toujours une matière humaine. Ça, c'est très important. Perdez pas ce fil, ce feu rouge qui reste allumé, et ça marchera. Chloé ? Alors donc, on a la crédibilité, le sérieux, de penser aux victimes. Je ne vais pas être redondante. J'ajouterais d'être pédagogue, parce que c'est bien de parler à tout le monde aussi. Et tout le monde ne connaît pas les arcanes du système policier, judiciaire, etc. Et c'est effectivement, toi tu arrives très bien à le vulgariser. Parler aux gens. C'est les gens qui vous écoutent. Voilà, faut penser à eux aussi. Sonia ? Ouais, ça rejoint un petit peu tout. Au final, c'est ayez un message à délivrer. Ne prenez pas la parole si vous n'avez pas quelque chose d'intéressant, je dirais, à raconter, quoi. Moi, j'ai eu je trouve un conseil très juste de quelqu'un. C'est ces deux jeunes femmes qui font un podcast qui a un succès fou au Québec. Et je leur avais posé la question. Il y en a une des deux qui m'a dit moi, quand je raconte mon histoire, j'imagine que les victimes ou les familles de victimes sont en face de moi. Et si je n'étais pas à l'aise à raconter cette histoire avec la famille de la victime en face de moi, je ne le ferais pas. Donc je pense qu'il y a ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Je vous remercie infiniment, toutes et toi tout seul, de cette table ronde super intéressante. Merci beaucoup. Merci.